Et on va plus loin à présent dans l'essentiel avec Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale. Bonjour. Et Bruno Darou, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, vous l'avez compris, une information majeure, c'est l'Iran qui cible les bases américaines dans au moins 2 pays, le Qatar et l'Irak, après les frappes américaines contre ses installations nucléaires. Pas de dégâts rapportés à l'heure qu'il est. Le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Koweït ferment leur espace aérien. Doha se dit prêt à riposter. C'est tout de suite, on va plus loin. La réplique, moins de 48 heures après les frappes américaines sur ses installations nucléaires. L'Iran a donc pour la première fois ciblé directement les États-Unis. L'opération annonce de la victoire des missiles tirés sur l'Irak et le Qatar qui hébergent des bases américaines, notamment la plus grande d'entre elles, celle d'Al-Udeid, siège du CENTCOM, le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Le Qatar assure avoir intercepté ces missiles et se dit prêt à une éventuelle riposte. On fait le point en images avec Valérie Lerouge pour France 2. Des traînées lumineuses et des explosions ce soir dans le ciel qatari. Peu avant 19h heure locale, ces habitants sidérés ont les yeux rivés vers les missiles qui survolent Doha, la capitale. Tous auraient été interceptés par la défense antiaérienne. Au total, l'Iran a tiré au moins 6 missiles vers la plus importante base américaine du Proche-Orient, Al-Udeid, qui peut abriter jusqu'à 10 000 soldats. Les États-Unis disposent de nombreuses bases dans la région. En janvier 2020, déjà, l'Iran avait frappé des bases américaines après l'élimination du général Soleimani. À l'époque, plus un avertissement qu'une réelle riposte, les missiles n'avaient pas de charge explosive. Ce soir, Téhéran affirme avoir envoyé autant de missiles que ce que les États-Unis ont largué dimanche sur l'Iran. Et une réponse calibrée, on l'a compris donc. Siavosh Ghazi, vous êtes avec nous en direct de Téhéran. Le pouvoir iranien revendique très clairement ses attaques contre les bases américaines au Moyen-Orient. Absolument, il y a un communiqué qui a été publié par le Conseil suprême de la sécurité nationale, qui est la plus haute instance politique du pays, qui réunit les hauts responsables à la fois politiques mais aussi militaires iraniens, et dont les décisions doivent être approuvées par le guide suprême iranien. Et donc, dans ce communiqué, il est dit que donc l'Iran a utilisé un nombre identique de missiles que les missiles envoyés par les États-Unis contre les 3 sites de Fordow, Natanz et Ispahan. Donc, une réponse au tac de la part de Téhéran, et qu'il n'y avait pas donc d'hostilité à l'égard du Qatar. Ce matin, donc, il y avait 2 déclarations de 2 hauts responsables militaires iraniens qui ont laissé penser que l'Iran se préparait à une riposte. Donc, le chef d'état-major des défenses armées, mais aussi le commandant en chef de l'armée régulière iranienne, qui ont tous deux ont affirmé que l'Iran devait répondre et allait répondre à l'agression américaine, et qu'après l'attaque qui a été menée par les États-Unis aux côtés d'Israël pour frapper l'Iran, eh bien l'Iran avait désormais des mains libres pour attaquer les intérêts américains dans la région. Donc la réponse est venue là. On pensait peut-être que l'Iran choisirait d'autres possible, par exemple une base américaine en Irak, par exemple, pour éviter de créer des tensions avec les monarchies arabes du Golfe Persique, mais finalement l'Iran a choisi donc l'option la plus dure, c'est-à-dire frapper la principale base américaine dans la région. Les autorités iraniennes ont-elles prévenu les Américains en amont de ces frappes ? On ne le sait pas, il n'y a pas eu d'informations sur cela, mais ce qu'on sait, c'est que 1 heure avant l'attaque, 1 heure et demie avant l'attaque, le gouvernement qatari a décidé de fermer son espace aérien et d'annuler tous les vols, ce qui veut dire que, en principe, ils étaient au courant que l'attaque allait arriver assez rapidement. Donc, bien évidemment, par l'intermédiaire des Qataris, les Iraniens ont également informé les États-Unis d'une telle attaque sur cette base. Oui, par ce canal du Qatar lui-même directement visé par ces missiles. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, qui était avec nous en direct de Téhéran. En direction Washington à présent. Mathieu Mabin, on l'imagine, l'administration est en train de méditer sa réponse.
Exactement, oui. Pour le moment, ces frappes sur cette base américaine au Qatar, à Al-Udeid, a eu comme effet de déclencher une énième réunion de crise présidée par Donald Trump lui-même, où il a rapidement été rejoint par le chef d'état-major des armées, évidemment, et son secrétaire à la défense, Pete Hegseth. Ce qui semble se confirmer ici, c'est qu'en réalité, effectivement, cette frappe n'était pas vraiment une surprise pour les Américains qui, d'une part, savent qu'elle est à portée de tir, cette base, à portée de tir des missiles courte portée iraniens, c'est-à-dire les munitions que l'Iran possède en plus grand nombre et qu'elle n'a encore pas beaucoup utilisées, puisqu'elle ne peut évidemment pas toucher Israël avec ces munitions. Et ensuite, qu'elle constitue une cible, cette base, une cible de choix, puisqu'elle est connue pour être l'état-major de CENTCOM au Moyen-Orient, l'état-major américain en charge de cette région. Maintenant, s'agit-il d'une opportunité donnée par les Américains en quelque sorte aux Iraniens pour tenter de sauver la face auprès de leur opinion et du monde après avoir été durement frappés ce week-end par les États-Unis et donc humiliés? On peut effectivement spéculer, mais bien entendu, cela viendrait contredire les promesses de Donald Trump qui a garanti le feu des enfers, en quelque sorte, à l'Iran si un seul objectif américain était ciblé. On notera cependant que la cible choisie par Téhéran n'était pas un bâtiment de guerre américain, par exemple, ce qui se serait immédiatement traduit cette fois d'abord par des pertes importantes et puis ensuite par une riposte d'une grande brutalité qui aurait fait consensus ici à Washington, à un moment où le consensus devient de plus en plus difficile à trouver, y compris dans l'environnement de Donald Trump. Voilà. Tout cela rappelle que l'utilisation des armes ne signifie pas la fin de la diplomatie, mais tout simplement son prolongement par d'autres moyens, comme le dit d'ailleurs l'adage. Ouais, merci Mathieu Mabin en direct de Washington. On va à Jérusalem maintenant où se trouve Claire Duhamel parce que Israël actuellement mène des frappes contre l'Iran. Bonsoir Raphaël, oui ce sont les premières informations qu'on a notamment en ligne de sources iraniennes locales. En ce moment l'aviation israélienne frappe Tabriz au nord-ouest de l'Iran. Alors on a demandé confirmation à l'armée israélienne qui dans les médias ne confirme pas. Aujourd'hui l'armée a frappé massivement des infrastructures du régime et c'est assez signifiant quand on sait que la rhétorique politique israélienne est celle de vouloir un changement de régime en Iran. Les Israéliens ont ainsi confirmé avoir frappé l'entrée de la prison d'Evin, la TV gouvernementale pour la deuxième fois depuis le début de la guerre, ainsi qu'un QG des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Les Israéliens ont aussi confirmé avoir frappé le site militaire de Fordo au lendemain des frappes américaines. L'armée a confirmé avoir frappé sur les routes d'accès au site souterrain de Fordo. Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, dit que l'armée continuera à frapper Téhéran avec une force sans précédent, je cite, tandis que dans l'après-midi, il y a bien eu un barrage de missiles, notamment sur le sud et le centre d'Israël. Une dizaine de missiles envoyés par les Iraniens. Un impact sur une centrale électrique d'Ashdod qui a entraîné une coupure d'électricité pour quelques 8000 foyers. Cela n'a duré que quelques heures avant que l'électricité ne soit rétablie. Il y a des images montrant un impact. Pas de confirmation néanmoins côté israélien qui ne confirme pas lorsque des sites jugés stratégiques ou militaires sont touchés. Pas de victimes côté israélien dans ces missiles, dans ces attaques de missiles sur le territoire aujourd'hui. Merci Claire Duhamel en direct de Jérusalem. Pendant ce temps, je vous l'indiquais, on ferme les espaces aériens dans toute cette région du Proche et du Moyen-Orient. C'est le cas déjà du Koweït, Bahreïn. On apprend qu'Oman également, la compagnie aérienne d'Oman suspend ses vols. Niagale Bagayoko, réelle inquiétude ou est-ce qu'on surjoue parce que derrière, il y a un intense ballet diplomatique qui s'est opéré en parallèle de cette réaction iranienne? Non, je pense qu'il y a les deux. En réalité, les inquiétudes sont évidemment maximales de tous les côtés, notamment du côté des pays arabes dont on parle peu, parce qu'il y a eu un rapprochement ces dernières années entre ces frères ennemis, notamment le plus connu, celui de l'Arabie Saoudite et de l'Iran sous l'égide de la Chine. Le Qatar est assez proche de l'Iran aussi, diplomatiquement, voire doctrinalement, paradoxalement, même si dans un cas, on
on est dans une version sunnite. Exactement, et dans le cas, dans une version chiite, mais enfin, ce sont des versions... Exactement, une version de l'islam politique, des deux côtés du détroit. Mais en effet, la diplomatie continue parce que c'est aussi quelque part l'idée qui est derrière cette approche de la paix par la force, c'est-à-dire que Donald Trump dit qu'il frappe pour ensuite pouvoir négocier et forcer l'Iran, mais l'Iran a quand même un certain nombre d'options très variées à sa disposition, même s'il est très affaibli. Il y a des canaux de discussion qui se poursuivent, alors pas directement bien sûr entre Iraniens et Américains, puisqu'on le sait, il devait y avoir... On ne sait pas, enfin pas officiellement en tout cas. On sait que le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, discutait il y a encore peu avec Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour le Proche-Orient. Rien en tout cas n'a filtré depuis, et les fameuses négociations qui auraient dû avoir lieu à Oman ont évidemment été reportées sine die. Pour autant, parallèlement à ces frappes, l'Iran prévient les États-Unis via le Qatar. Oui, mais moi je pense qu'on est quand même dans une forme de chorégraphie diplomatique, c'est-à-dire que le régime iranien ne pouvait pas ne rien faire après ce qui s'est passé ce week-end, après les frappes américaines. Donc symboliquement, il a visé la base d'Al-Udeid, qui est donc la base la plus importante des États-Unis dans la région. Mais bien évidemment, les Américains étaient au courant. Les Qatariens ont donc été prévenus à l'avance. Et les Iraniens ont même fait savoir qu'ils l'avaient fait pour éviter des pertes civiles. Et puis on sait aussi par ailleurs que cette base Al-Udeid, c'est d'ailleurs assez intéressant quand on regarde les dates, a été littéralement vidée par les Américains entre le 5 juin et le 19 juin. Alors, 5 juin, on est une semaine avant le début des frappes israéliennes. Comme si les Américains, d'ores et déjà, anticipaient une éventuelle frappe iranienne en riposte à des frappes israéliennes et ou américaines. Ce qui repose la question du fait que les Américains étaient très certainement au courant de ce qu'allaient faire les Israéliens. Je referme la parenthèse. Mais donc, les Iraniens ne pouvaient pas ne rien faire. Ils l'ont fait, ils ont frappé, mais eux savaient que la base d'Al-Udeid avait été vidée de tous les appareils sensibles, on va dire. Et ils savaient très bien que c'était la base la mieux défendue de la région et que donc évidemment, leurs missiles seraient interceptés. Parce que on a dit que Donald Trump avait dit si l'Iran s'en prend aux intérêts américains, ce sera l'enfer, etc. Mais en fait, dans l'esprit de Donald Trump, et Mathieu d'ailleurs le disait très justement... Ce sera bien pire, a-t-il dit, que ce que vous avez connu lors du bombardement des sites nucléaires. Mais comme le disait Mathieu, c'est pas un bâtiment strictement militaire qui a été touché, d'une part. Ce ne sont pas des bâtiments de guerre, des bâtiments... Et d'autre part, pour Donald... Voilà. Il y a trois formations navales qui sont présentes dans la région. Et d'autre part, pour Donald Trump, la ligne rouge, c'est s'il y avait un soldat américain tué ou blessé. Les Iraniens ont pris grand soin, je pense, de faire en sorte que tout cela n'arrive pas. Dérapage contrôlé, ou y a-t-il toujours un risque de dérapage tout court, Niagalé Bagayoko? Parce que c'est ce qu'on s'est dit quand on a vu évidemment ces missiles tirés sur des bases américaines. Non, il y a forcément un risque de dérapage. On voit mal comment une telle tension pourrait garantir qu'il n'y ait pas un incident qui, en effet, pourrait être incontrôlé. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle mesure les États-Unis vont soutenir l'option israélienne, qui est celle d'un changement de régime et pas uniquement celle d'une destruction de l'arsenal nucléaire. Non assumée par les Israéliens eux-mêmes, parce que l'ambassadeur qui était présent sur ce plateau il y a encore un quart d'heure nous jurait ses grands dieux qu'ils n'avaient absolument pas l'objectif de changer le régime. Alors même si cela ne leur déplairait pas. En effet, mais les déclarations du Premier ministre Benjamin Netanyahou ont, il y a moins d'une semaine, fait valoir que l'ambition était de changer le visage du Moyen-Orient et du monde. Il l'a quand même déclaré très clairement. Mais en effet, pour... aller dans le sens de cette option d'une négociation entre tous, finalement, il y a aussi cette option que se laisse l'Iran. C'est-à-dire que, pour l'instant, on voit très bien que le développement de son arsenal a été dirigé vers l'extérieur. Mais est-ce qu'il ne va pas changer sa stratégie pour sauver le régime et, finalement, sanctuariser son territoire en
quittant le traité de non-prolifération. Ça fait partie aussi des options sur la table. Toutes les options ne sont pas seulement la guerre ou seulement la diplomatie. Il y a aussi des stratégies de contournement. Quitter le traité de non-prolifération, compte tenu des coups que vient de subir le programme nucléaire iranien, ça aurait quelle signification à court terme ? Ça aurait la signification que l'Iran estime qu'il n'est plus redevable et comptable d'obligations en la matière, plus d'inspection. Et parce que ce qu'on ne sait pas quand même, là, ce sont les sites officiels qui ont été visés, Natanz, Fordo, Ispahan, voilà. On ne sait pas d'ailleurs, on ne sait même pas si les Iraniens n'avaient pas anticipé la chose. On se pose des questions sur les fameux 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, qui peut-être ne sont plus à Fordo. Les experts estiment que l'Iran a très certainement développé d'autres sites cachés. Comme Fordo qui avait été découvert en 2010-2011 alors qu'il existait déjà. Voilà. Ouais. Donc là, par exemple, les experts parlent d'une autre montagne plus haute que Fordo, dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Mais par exemple, oui, les sites officiels, c'est-à-dire l'arsenal nucléaire officiel iranien, oui, va être très endommagé. Mais s'ils ont réussi à en sortir donc ces 400 kilos d'uranium et qu'ils ont gardé quand même une forme de savoir-faire malgré les pertes parmi les chercheurs sur le nucléaire iranien, pertes infligées par Israël, ce n'est peut-être pas la fin de l'histoire. Donc s'ils sortent du TNP, c'est que le régime, à ce moment-là, envoie le message, nous sommes là pour durer et pour survivre malgré tout, parce que nous avons avec nous quand même des dizaines de milliers d'hommes avec les gardiens de la Révolution et les milices Bassidji, voire des centaines, pour maintenir la population sous notre coupe. Et à ce moment-là, nous allons vraiment aller vers un programme nucléaire très rapidement. Ouais. Tout ça, ce sont des hypothèses, mais il ne faut pas... les écarter comme ça. Exactement, et à mon avis, on les regarde trop peu, parce qu'il y a des exemples là, sur la scène internationale. Cette sanctuarisation du territoire, c'est le modèle de la Corée du Nord, quand même, qui avait quitté le TNP. Ça, à mon avis, ça fait vraiment partie des options qu'il ne faut absolument pas négliger. Une fois doté, alors que l'Iran n'est pas doté, c'est toute la différence. Enfin, pas doté, en tout cas, est au seuil nucléaire, mais n'a pas l'arme nucléaire alors qu'il est. Oui, mais est-ce qu'il n'a pas développé des capacités de développement d'une bombe rudimentaire, en réalité, d'une bombe sale, voilà. Exactement ça. Alors, ce qui manquait, dit-on, c'est effectivement la miniaturisation et la capacité ensuite, la vectorisation. Sauf qu'il se dit aussi que les Iraniens pouvaient envisager de faire porter une bombe sale via notamment un navire, pourquoi pas par les Houthis dans la région, sans avoir besoin d'un vecteur. Mais bon, ça reste de l'ordre de l'hypothèse. Et le fait de quitter le TNP irait aussi dans le sens de ce mépris généralisé pour le droit international et pour la coopération multilatérale dans toutes ces dimensions, en réalité. Qui a pris un sacré coup de la part de tous les acteurs. Mathieu Mabin, vous nous suivez depuis Washington, où l'on est toujours réunis autour de Donald Trump pour évaluer les conséquences de ce qui s'est passé et les éventuelles réponses. Donald Trump qui s'était félicité d'avoir infligé des dégâts monumentaux, ce sont ces termes, aux principaux sites nucléaires de l'Iran. On est convaincu du côté de Washington d'avoir accompli la mission, ou bien reste-t-il encore à faire ? Alors, Donald Trump, lui, est convaincu. Il l'a d'ailleurs répété après que la base d'Al-Udeid ait été attaquée par l'Iran, en tout cas par les missiles iraniens. C'est même comme cela qu'il a ponctué sa déclaration, en rappelant quand même qu'il promettait le feu des enfers à Téhéran après avoir rompu ce tabou de frapper une base américaine. Maintenant, ce qui est intéressant à mettre en perspective avec le discours de Donald Trump, c'est celui du chef d'état-major des armées, qui lui est beaucoup plus prudent et qui dit que pour le moment, il n'est pas techniquement possible, sans reprendre stricto sensu ces mots, mais il n'est pas techniquement possible d'évaluer la profondeur des dégâts sur les sites visés. Évidemment, ce sera le travail du renseignement et ça prendra probablement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que vous imaginez bien qu'il est impossible d'aller s'en rendre compte physiquement. Il faudra donc que l'Iran finisse par communiquer, ou que les experts, pourquoi pas de l'AIEA, dans un futur qui serait enrobé de paix, puissent se rendre compte effectivement
effectivement des dégâts réels perpétrés par les frappes américaines notamment, auxquelles il faut, ne l'oublions pas, ajouter les frappes israéliennes qui ont continué à frapper ces sites ces derniers jours et ces dernières heures, comme nous le confirme le Pentagone ici, qui comptabilise les frappes israéliennes et les ajoute aux frappes américaines. Donc encore une fois, bien sûr qu'il faut dissocier le discours politique du discours technique, d'autant plus que le discours politique est considérablement gêné, ou en tout cas rendu plus complexe par ces deux tendances extrêmement marquées qui exercent deux pressions de différentes natures sur Donald Trump. On l'a beaucoup dit sur nos plateaux, mais encore une fois, c'est vraiment central. Cette compétition entre les isolationnistes et les interventionnistes, ces interventionnistes qui vont plonger dans la mémoire américaine jusqu'à remonter jusqu'au clan Bush et pour encourager le président des États-Unis à frapper l'Iran. Il n'y a pas qu'autour de Donald Trump, hein, Mathieu, que cette action de la nuit de samedi à dimanche fait débat, puisqu'une partie de son opposition la lui reproche en pointant même l'illégalité de la manœuvre qui n'est pas passée devant le Congrès. Est-ce que cela aussi pourrait avoir une incidence sur la suite des événements ? Alors là, je ne prendrai pas beaucoup de risques en vous répondant que non. Si vous prenez dans l'ordre tous les présidents démocrates qui ont gouverné ce pays au cours des 5 dernières décennies, tous ont procédé exactement de cette manière. Il y a une forme d'ambiguïté dans la Constitution américaine, il n'y en a pas qu'une, et notamment une ambiguïté autour de la légitimité du président à engager la force armée. En réalité, Donald Trump peut, s'il le souhaite, engager la force armée sans consulter le Congrès. Il a tout simplement l'obligation constitutionnelle de rendre compte de ce qu'il a réalisé au Congrès dans un laps de temps de 48 heures. Ce qui est parfaitement logique en réalité, puisque si Donald Trump devait consulter le Congrès chaque fois qu'il voulait mener une attaque surprise, elle n'aurait plus beaucoup de surprises, la dite attaque. Ensuite, 60 jours après avoir déclenché des opérations qui continueraient, ce qui n'est pas encore le cas, puisque les Américains ne revendiquent pas une autre frappe depuis la frappe sur les sites nucléaires, alors il a l'obligation effectivement de consulter le Congrès. Et alors là, on rentre dans une logique de guerre. Mais la dernière ambiguïté repose justement sur l'utilisation du mot guerre. Dès lors qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, théoriquement, Donald Trump n'est pas soumis à une consultation du Congrès. Merci Mathieu Mabin. Votre opinion, Niagale Bagayoko, les Américains vont-ils en rester là? Ou bien pensez-vous qu'après ce qui s'est passé aujourd'hui, on assistera à nouveau à un fait de guerre, même s'il ne dit pas son nom, de la part des États-Unis? Il y aura forcément une riposte parce que c'est compliqué. Là, Donald Trump, quand même, a décidé d'utiliser la force alors que tout le monde considérait que c'était engagé vis-à-vis de son électorat, de sa base MAGA, etc., à ne pas le faire. Mais, à mon avis, la riposte sera totalement mesurée. Et peut-être que le jeu qui va se mettre en place va s'articuler de toute façon autour d'Israël, c'est-à-dire d'un côté des ripostes iraniennes qui cibleront très directement Israël, et un soutien américain qui s'articulera autour d'un soutien massif à l'État hébreu. Bruno Darroux. Oui, moi je pense quand même qu'il y a aussi la question des négociations, à la fois pour faire un cessez-le-feu, donc ça c'est plutôt avec les Israéliens, mais surtout pour reprendre les négociations sur le nucléaire iranien. En fait, on a l'impression que le calcul de Donald Trump, c'est de dire, finalement, les Israéliens ont lancé ça, leur frappe, nous, on en a rajouté, on met le marteau, j'appelle comme ça, on met la pression maximale sur l'Iran pour qu'ils reviennent à la table de négociation, mais dans une position telle, ils n'ont plus de cartes, comme il avait dit ça à Zelensky, ils n'ont plus de cartes dans leur jeu, donc on va les forcer à revenir à la table de négociation, mais à nos conditions. Et les Iraniens, eux, font savoir qu'ils sont prêts à reprendre une solution diplomatique des négociations sur le nucléaire, mais d'abord, Israël doit cesser immédiatement ses frappes, et ils ne veulent pas y aller aux conditions américaines. C'était déjà un peu le cas lors des négociations que vous évoquiez entre Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères. C'est-à-dire que chacun était un peu sur ses positions. Là, les Américains estiment qu'ils ont gagné des points, et les Iraniens résistent parce qu'ils ne veulent pas, effectivement, arriver
si vous me passez l'expression, tout nu à la table des négociations. Enfin, le point d'achoppement, on le connaît. Les Américains exigent la fin de tout enrichissement par les Iraniens. Et ça, pour le régime, éventuellement, la séquestration, la séquestration des matières fissiles, donc déjà enrichies, par une tierce entité qui pourrait éventuellement fournir aux Iraniens l'énergie nucléaire dont ils souhaiteraient disposer. Est-ce qu'aujourd'hui, on se rapproche d'une telle solution, compte tenu de l'affaiblissement des Iraniens depuis la nuit de samedi? Moi, je pense que les Iraniens ont quand même, encore une fois, malgré leur affaiblissement, encore un certain nombre d'options. Certaines qui sont difficiles à utiliser, comme des attaques terroristes sur des civils, sur des diplomates, etc. Mais il y a aussi quand même l'idée de s'inscrire dans un concert régional, voire international, parce que on sait qu'a été évoqué le rôle de la Russie pour peut-être être un médiateur dans des négociations. On sait pas de sel quand même. Ceux qui ne manquent pas de sel, mais enfin aujourd'hui, vu l'absence de complexe des uns et des autres, je pense pas que ça gênerait particulièrement les États-Unis, mais la Russie est intéressante parce qu'elle a des bonnes relations et avec l'Iran et avec Israël. On parle souvent d'une alliance avec l'Iran. Et enfin, il y a quand même aussi le facteur de la Chine qui joue, parce qu'on dit aussi qu'il y a l'arme économique qui pourrait être utilisée avec le détroit d'Ormuz, ce qui semble exclu parce qu'il y a trop de revenus pétroliers qui reviennent à l'Iran, justement, grâce au marché chinois. Cette séquence, en tout cas, si on s'arrêtait là, elle consacre quand même l'affaiblissement de la Russie dans cette région, qui n'a pas eu véritablement de poids du tout dans cette affaire à l'heure qu'il est. Mais en fait, je sais pas. Il n'a pas souhaité même aider son allié. Oui, mais je sais pas si on doit lire les choses vraiment comme ça, parce que par exemple, on dit la même chose des pays européens. Ah, les pays européens, ils sont impuissants, ils sont spectateurs. Non, en fait, chacun est dans son couloir. Là, pour le moment, ce sont les armes qui parlent. Donc, les armes, c'est Israël, les États-Unis, et puis évidemment le pays qui est visé, l'Iran. Mais les Européens, ils continuent d'ailleurs sur leur couloir à eux, c'est-à-dire respect du droit international, négociation, solution diplomatique, désescalade, et peut-être qu'à un moment, leur temps arrivera. C'est pour ça qu'ils ne lâchent pas l'affaire, si vous me passez l'expression. Et les Russes aussi, je pense, sont en position attentiste, et les Chinois aussi. Et donc, je trouve ça un peu trop... Enfin, c'est pas contre vous, Raphaël, mais je trouve ça un peu trop simple, le fait de dire voilà, il y a ceux qui, là, sont oui, c'est une séquence de guerre, là. Donc, il y a les protagonistes, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'autour, il n'y a pas des pays... ou des instances qui attendent le... Et nous, notre temps est compté. Avec un bémol quand même par rapport aux Européens, avec quand même l'Allemagne qui n'adopte pas la même position bien sûr, que la Grande-Bretagne et que la France. Friedrich Merz, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus en soutien d'Israël que les autres. On arrive, nous, au terme d'On va plus loin. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko. On ne va pas plus loin. Bruno Darou. Non, on va s'arrêter là. On devra intituler ça, d'ailleurs, l'émission désormais. Restez avec nous. Nous, on va plus loin. On se retrouve dans l'essentiel. La suite, c'est dans 3 minutes.